Pendant longtemps, on a raconté les histoires de Marius et d'Olive. Quelle est leur origine? Elles sont peut-être plus anciennes que Tartarin de Tarascon, mais ça lui ressemble un peu. Daudet a dû s'inspirer de ces histoires marseillaises, parce que Tartarin, ce n'est pas César, mais c'est un gros Marseillais ridicule connecté autrefois dans les histoires Marius. Donc c'est un folklore très ancien, à votre avis, ce sont des... Ah, mais bien sûr. La galéjade, elle existe déjà au XVIe siècle. Hein. Les gasconnades, les recueils de gasconnades, c'est des recueils d'histoire marseillaise, hein, c'est des recueils de blagues. Alors, qui sont des recueils. Il n'y a pas que ça, il y a des traits d'esprit en général. Des fois, c'est simplement de bons mots. Simplement, on les prête à un gascon ou un provençal pour faire pittoresque, pour lui donner un attrait supplémentaire, pour l'incarner. Les revues marseillaises des années 1880 à 1930, dont Pagnol héritera ensuite, construisent cette image du Marseillais. Mais c'est une image qui est faite pour nous. Autrement dit, nous, on n'a pas besoin de construction, elle est déjà toute faite dans la tête, on en rit, on la comprend, on s'en amuse, on applaudit, on en redemande. Et les revues marseillaises, toutes les années, représentaient, grosso modo, toujours à peu près, les mêmes quartiers, les mêmes images, les mêmes hommes, les mêmes travers, les mêmes galéjades. Simplement, il arrive un moment où ces galéjades-là sont à la portée des non-marseillais. Je crois que c'est Robert Laffont qui avait remarqué qu'un public méridional et un public parisien, voyant le même film, ne riaient pas aux mêmes endroits, et que ce n'était pas le même rire. Et que pour un méridional qui voit la trilogie, il y a des éléments de gestuel, des éléments de langage, des éléments de situation, de mentalité aussi sur les questions familiales, qui sonnent familières, qui sonnent vraies, qui établissent donc une connivence qui n'existera pas avec un public non méridional, qui, lui, verra beaucoup plus les aspects comiques les plus superficiels. Et donc, je crois qu'il y a effectivement de rire. Et la grande habileté de Pagnol, c'est de jouer sur les deux tableaux. Et c'est donc pas du tout la même attitude que celle d'un Daudet qui règle des comptes. Et alors, ça m'a toujours, pas frappé, mais ça m'a toujours fait réfléchir, c'est que lorsqu'on voit les films de Pagnol, en particulier Rému, ou même sans Rému, enfin Manon des Sources, etc. C'est une réalité qu'on connaît, dans laquelle on baigne, on s'y reconnaît. On s'y reconnaît. Mais j'avoue que j'ai du mal à admettre que les autres me voient comme ça. Enfin, nous voient comme ça. Votre œuvre est parsemée de personnages pittoresques. Mais des personnages pittoresques en Provence, vous avez dû en rencontrer souvent. Bien entendu, mais les gens qui sont dans mes films, ce sont exactement des gens qu'il y a dans la vie en Provence. Ils ont cette bonne humeur, ils ont ces façons de se disputer qui n'aboutissent jamais à une tragédie. Au fond, je n'ai écrit et je n'ai tourné que ce que j'avais vu. Pagnol a rayé sur le théâtre et sur le cinéma français pratiquement de 1929 à 1939. Il y a 10-12 ans de gloire marseillaise qui correspond en même temps d'ailleurs avec l'époque des congés payés, ce qui fait qu'on offre le soleil par-dessus. Mais tout ça, c'est un amusement de premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est tout le négatif qui en reste dans l'esprit des gens. C'est-à-dire pastis, boule, aioli, bouillabaisse, magouille, manque de sérieux, superficialité. C'est surtout là, c'est pas bon le fait de voir la trilogie de Pagnol elle-même qui a fait du mal. C'est la diffusion qu'elle a donnée, l'ampleur qu'elle a fait prendre à cet endotype. C'est la multiplication de cartes postales et d'histoires marseillaises qu'elle a engendrées. C'est surtout ça, c'est pas le personnage lui-même, mais c'est vrai qu'en même temps, il a quand même bâti sa carrière là-dessus. Étant entendu que l'image du Marseillais vue par Pagnol n'est pas une image forcément négative. Bon, la paresse y est, hein, la première scène du premier volet de la trilogie, ils sont tous en train de ronfler parce que c'est l'heure de la sieste. Bon, là, il n'y a pas de problème, c'est du classique. Mais pour le reste, ce sont des personnages amusants, bien entendu, mais pas foncièrement antipathiques. Quand le bon maître Panis vend, par exemple, le Pitalugue à M. Brun, qui est son meilleur ami, alors qu'il sait que quand on met le pied dessus, le Pitalugue immédiatement chavire, et que c'est pas l'hélice qui tourne, mais c'est le bateau qui tourne autour de l'hélice, c'est un éclat de rire extraordinaire.
Mais une fois passé cet éclat de rire, c'est un beau salaud. Il y a des choses que j'aime chez Pagnol et puis il y a des choses que j'aime pas du tout. J'aime pas la petite bourgeoisie, j'aime pas le côté vichysois, j'aime pas le côté de boutiquier, etc., etc. Maintenant, j'aime bien effectivement j'allais dire la tragédie de la terre chez Pagnol, l'endroit où effectivement il rejoint la Méditerranée. J'aime bien quand il adapte Giono. Et Giono est un bien plus grand auteur que Pagnol, c'est clair. Donc Pagnol. Pagnol est un homme qui fait du spectacle, qui a une langue à sa disposition, qui a un art de dire et de faire à sa disposition et qui en profite. C'est tout. Giono, à tort ou à raison, se situait lui-même mentalement dans un univers tout à fait différent. Hein. J'aime ce pays. J'aime ses odeurs, sa façon d'être. Je l'aime trop. Et je n'aime pas qu'on en fasse un portrait ridicule. Or, le personnage du Provençal hâbleur, joueur de boules, buveur de pastis, il existe. Mais il existe en minorité. Le comique méridional n'existe qu'au théâtre et au cinéma. Il y a désormais des gens qui, l'ayant vu au théâtre et au cinéma, l'imitent. Ce n'est pas sur celui-là qu'il faut porter l'accent, c'est sur un autre, beaucoup plus latin, beaucoup plus humain, beaucoup plus secret. Celui-là, s'il rit, c'est du bout des lèvres. Jamais personne n'a parlé de son humour à froid. C'est cependant de quoi il se sert constamment. Ce n'est pas pour le public qu'il est subtil, c'est pour lui-même. Les gens d'ici sont graves, secrets, très timides. Secrets surtout. Pour tout dire, fermés. Capables de silence qui dure 20 ans. Giono s'est beaucoup expliqué sur son rapport à la Provence et il a ressorti à un moment dans des entretiens l'idée qu'il y avait deux Provences. Finalement, il y avait la Provence de l'intérieur, orientale, avec donc des hommes secrets, sérieux, solides. Et puis il y avait celle de la vallée du Rhône où c'était des Farandeleurs, des Rigolos, des Tartarins et des Mistral. En dessous de la Nationale 7, c'est celle d'en bas. C'est celle de Mireille, de Mistral, en somme, celle des folkloriques, celle pour les touristes. Et puis, il y a la mienne, la bonne, la Haute-Provence, où les touristes ne viennent pas. Elle est secrète, celle-là. Et moi, je suis, sous-entendu, moi, je suis le seul à en connaître les secrets et à vous les livrer. Un personnage que je déteste et qui n'existe pas, c'est Tartarin de Tarascon. C'était un livre, Tartarin de Tarascon, c'était un livre sur la Provence écrit par un Parisien. C'était pas un livre de Provençal. Un Provençal doit donner de son pays une idée beaucoup plus haute. Et parce que, d'abord, une idée beaucoup plus juste. Et cette idée beaucoup plus juste en donnera une idée beaucoup plus haute. Une Provence qui est une Provence désertifiée. Les personnages de Giono, c'est des fins de race, quoi. C'est des vieux garçons dans des masures en ruine, quelque part là-haut auprès du Contadour. C'est pas un pays vivant, prospère. C'est une esthétique qu'on pourrait dire ultra romantique, une esthétique des ruines, de la fin du monde. Alors, à côté de ça, Giono en a tiré des pages qui sont très belles. Il y a qui sont parfois un éclairage sur la nature humaine, sur la vie, sur des moments, sur du vécu, sur des sensations qu'on peut avoir devant un paysage. Avec en même temps la beauté extraordinaire de ces mondes vides qu'on a connus jusque dans les années 60. Toutes ces régions à moitié désertiques, ces grandes fermes à moitié abandonnées, toute cette poésie qu'on va retrouver chez Giono, qu'on va retrouver chez Pagnol, etc. C'est, au fond, ces grands écrivains, ce qu'ils nous ont raconté, c'est ce monde vide, et beau d'être vide. Vide d'hommes, mais pas vide de mémoire. Donc il y a des platanes, il y a des maisons, donc il y a tout ce patrimoine culturel. Il est là, mais les hommes sont partis. Et donc c'est quasiment une espèce de... C'est presque un paradis. C'est pas les hommes qu'on y aime, au fond. Les hommes sont rares. Et donc ils parlent pas tellement des hommes. Mais les paysages sont omniprésents. Et Pagnol, il a été quand même tenté par ça, puisque Manon des Sources, c'est le haut pays. Il a lui aussi cette vision. Il a essayé de travailler avec Giono, ça s'est mal passé, hein, mais il a essayé de remonter aussi vers ce haut pays. Les Provençaux ne sont pas des rigolos, comme on le croit. Ils parlent d'une façon assez pittoresque, mais dans le fond, ce sont des gens assez mélancoliques. Et ils parlent continuellement, et ce sont des gens secrets, qui ne disent jamais les choses importantes qu'ils pensent.
Je ne veux pas dire qu'ils soient hypocrites, pas du tout. Mais ils ont une très grande pudeur. Ils sont beaucoup plus mélancoliques peut-être que les gens du Nord. Pagnol a tourné sur des scénarios de Giono et que bon, Giono n'a pas du tout aimé le résultat d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est tiré Giono vers la pagnolade. Et en même temps, lorsque Giono va faire lui-même du cinéma avec Crésus, il va aller chercher Fernandel. Donc, ma foi, il faut croire qu'il avait lui aussi ce penchant. Je crois qu'il invente une Provence totalement imaginaire, mais qui répond à une attente du public parisien, qui est à la fois une demande d'exotisme, mais d'exotisme sérieux, des paysans. Alors que l'exotisme de Pagnol n'est pas des paysans. Il joue déjà sur du familier et du comique. Giono, il est pas plus comique que ça. Il n'est pas comique du tout, Giono. Et donc, il offre au public parisien une espèce de monde provençal préservé, primitif, directement branché sur le grand tout, qui doit répondre à une attente intellectuelle d'une partie de l'intelligentsia française. Et là où commence l'escroquerie, c'est qu'il le vend comme une Provence authentique, alors que c'est une Provence totalement imaginée. Mais ça, il ne l'avouera qu'à la fin de sa vie. La Provence que je décris est une Provence inventée et c'est mon droit. C'est une Provence inventée, c'est un Sud inventé comme est inventé le Sud de Faulkner. J'ai inventé un pays, je l'ai peuplé de personnages inventés et j'ai donné à ces personnages inventés des drames inventés. Mais le pays lui-même est inventé. Tout est inventé. Mais bien sûr, quelque part, il invente. Le lieu n'a jamais existé. Mais c'est-à-dire que le lieu qu'il décrit, c'est un autre lieu. Il lui a donné un autre nom. Il l'a déplacé dans le paysage. Donc, quelque part, il fait œuvre avec des éléments épars. C'est comme si on lui mettait sur sa table, c'est comme un cuisinier qui aurait tous les noms de la région, tous les territoires, des tas de figures, et puis il rebrasse tout ça, et il écrit avec tout ça. Donc, c'est évidemment, c'est une invention. Mais dans ses notes pour l'affaire Dominici, par exemple, quand il parle des villages de Haute-Provence et des gens de Haute-Provence, et quand il dit à propos de cette affaire criminelle, ben vous voyez que mes personnages étaient vrais. Là, ça coince. Et quand on relit les notes sur l'affaire Dominici, quand on voit ce qu'il a écrit sur les gens de la Haute-Provence et sur leur mentalité, ben on comprend qu'il y a des gens en Haute-Provence qui n'aiment pas plus Giono que ça. En 1954, j'ai assisté à presque toutes les audiences du procès Dominici. Je connaissais l'accusé, les témoins, les jurés. Il serait plus juste de dire que je connaissais leurs semblables. Accusés et témoins d'un côté, jurés de l'autre, étaient de même caractère. L'accusé n'était pas un être d'exception. J'en connais beaucoup comme lui. Avec ce procès, on voit maintenant que vrai, mes paysans l'étaient. Quand je l'ai dit, ceux qui s'inquiètent plus de l'avenir du tourisme que de justice et de vérité ont poussé les hauts cris. Je comprends fort bien que M. Seguin de la Chèvre fait meilleure figure dans les magazines. M. Seguin de la Chèvre est très gentil. Il n'a qu'un tort. Il n'existe pas. Par exemple, je n'aime pas Alphonse Daudet. Je n'aime pas trop la chèvre du monsieur Seguin, vous savez. Vous dites quelque part. Non, c'est pas ça. Ça n'est pas la Provence. La Provence, ça n'est pas non plus, à mon avis, ça n'est pas non plus Marseille, avec les joueurs de pétanque. Ça n'est pas vrai. C'est beaucoup plus grave, beaucoup plus important dans la Provence, et Marseille aussi. Marseille est une ville grave, belle, et qui n'est pas une ville rigolote. Ce ne sont pas des fantaisistes. Ce sont des choses très importantes qu'on doit dire sur Marseille. Et pour la Provence aussi. Je ne veux pas qu'on dise de rigolade sur la Provence. Ce pays de ciel bleu, de cigales, de douces rigolades, de population gentiment ridicule. Je ne le connais pas. J'habite Manosque depuis 60 ans. Je connais un pays sauvage. Quand même, historiquement, la Provence, si tant est que ça ait existé en tant qu'unité, la Provence est une communauté humaine qui a été façonnée par un échange nord-sud. C'est une communauté qui, depuis le plus haut Moyen-Âge, est assurée par des échanges entre la montagne et ce qu'ils appelaient la Baïse, le bas pays. Donc, il y a vraiment quand même deux mondes de ce point de vue. Et avec une lente gradation à travers les Basses-Alpes. Et à leur façon, Giono et Pagnol ont reflété cela. Giono, dans cet imaginaire que
Ensuite, le pétainisme a repris. Giono n'y est pour rien, mais la ville est très mauvaise. Marseille est pourrie. Certains de ces ouvrages le montrent magnifiquement. Le maquereau qui vient pervertir la pauvre fille, il est marseillais. Et le paysan qui la régénère, il est basalpin, quoi. Même si Vichy ne s'est pas inspiré de Giono directement, mais au fond, c'est déjà le discours « la terre ne ment pas ». Qu'est-ce qu'a à voir la terre avec Marseille? Marseille ment. Marseille, c'est la mer. Et c'est la ville qui ment. Et la terre, c'est la terre qui est vraie. Non, allez, la vérité de Marseille, elle est tellement belle que de loin, on la prend pour un mensonge. Ah, vous êtes poète. Je suis marseillais, voilà. En somme, votre ville n'est peuplée que d'honnêtes gens qu'on persécute. Mais Marseille, c'est un port. Et dans un port comme Marseille, il y a de tout. Des vierges, des travailleurs, des bandits, des pères de famille, des maquereaux, tutti quanti. Ah, je n'en doute pas. Vous n'en doutez pas. Oui, seulement, ce que vous venez tout chercher ici, c'est Chicago. Du sang, de la volupté et de la mort. Et puis ce que vous oubliez tous de dire, c'est que les Marseillais, les vrais, c'est tous les braves petits. Et qu'il n'y a que les autres qui font la réputation de Marseille. Marseille, c'est pas la Provence, c'est autre chose. Alors ça, il me semble que c'est très renforcé pendant l'entre-deux-guerres. Hein. Ce particularisme marseillais, alors avec des stéréotypes, ils vont coller à Marseille totalement. Hein. Le banditisme marseillais, Carbone et Spirito, et là il y a le fil jusqu'à la French Connection et l'assassinat du juge Michel. Et aujourd'hui encore, on essaye de le faire un peu revivre, mais Marseille a une autre image. Ça, c'est encore une autre mutation passionnante. Je crois qu'il y a une fascination pour Marseille. On a eu une inversion d'ethnotype là, très nette. On est passé de la péjoration d'une ville à sa valorisation et de la péjoration des Marseillais à leur valorisation, sauf chez les supporters du Paris Saint-Germain. Mais ça n'implique pas une réflexion sur l'ensemble de la Provence, encore plus sur l'ensemble du Midi. C'est Marseille. Peut-être est-ce le progrès, mais il y a une espèce de nivelage, de standardisme qui a envahi même la Provence. D'ailleurs, en Provence, chose que vous n'auriez jamais vue auparavant, vous voyez des Marseillais courants. Eh bien, écoutez, on n'a jamais vu de mémoire de Marseillais quelqu'un courir à Marseille. Et ils disaient, ben oui, quand quelqu'un leur disait « je suis pressé, il me faut ça tout de suite », ils disaient « monsieur, demain, il fera jour ». Eh bien oui, mais maintenant, on dit même plus demain, il fera jour, on court. Il n'en reste pas moins que cet ethnotype du provençal bouffon, on l'a intériorisé. Il n'est que de voir certains comportements dans les jeux de boules ou dans les cafés ou dans les discussions. Consciemment ou inconsciemment, on l'a intériorisé. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai toujours été frappé quand je vois certains hommes politiques de la région, comment ils font du pagnol. Je n'ai pas envie de donner de nom, mais enfin, les noms viennent immédiatement aux lèvres et on les voit faire. Ils jouent. Le geste va être plus large, le mot va être plus fort, l'idée va être peut-être plus brûlante, et tout ça participe aussi, et de très longue date, à la constitution de notre identité réelle ou rêvée. Lorsque j'étais jeune comédien et que j'ambitionnais de jouer des rôles importants, on m'a fait remarquer à maintes reprises que, ma foi, si je ne perdais pas cet accent méridional, il était exclu pour moi d'envisager quoi que ce soit d'autre, hein, que des petits rôles. Et alors, en plus, c'était des rôles de personnages ou des gendarmes, assez grotesques, ou des concierges qui viennent du Midi, ou des bougnats, des types, enfin, des trucs où il y a 15 lignes à dire, même pas, des fois, où c'est une véritable caricature des gens du Midi. Mais il est vrai qu'on ne forme pas en France des acteurs pour en faire des acteurs, on les forme aussi pour qu'ils deviennent des acteurs d'Île-de-France. En France, il y a un cinéma parisien, essentiellement. Il y a très peu de... On ne peut pas dire que les Provençaux sont responsables, vont fabriquer leur image au cinéma. L'image du Provençal dans le cinéma, elle est une image vue de Paris, essentiellement.
la France est un pays hyper centralisé, et de ce fait, la centralisation capitalise les énergies créatrices dans une seule et grande ville, alors que dans des pays voisins comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, cette centralisation n'existant pas ou existant moins, les énergies créatrices ne sont pas stérilisées, mais sont au contraire décuplées par la multiplicité des foyers de création. Foyers accompagnés des possibilités matérielles de création. Au XVIe siècle, l'essentiel de ce qui se publie en France, 60% à peu près, ça se publie déjà à Paris. Je veux dire, l'aiguillage, il est tout de suite pris. La vie culturelle, c'est Paris. Or, Paris ou Chambord, je veux dire, là où il y a le roi, mais on va dire Paris quand même, globalement. Hein. Et donc, dès ce moment-là, ce qui se passe en province, ça ne peut plus être véritablement foyer de création. Ça peut être tout au plus annexe ou rampe de lancement pour un jeune intellectuel aux dents longues. Mais s'il veut s'en sortir, le jeune intellectuel aux dents longues, il faudra qu'il monte à Paris. Sinon, il est cuit. Pagnol a fait carrière à Paris. Mistral a été reconnu par Paris. Ensuite, il est devenu connu en Provence. Rému a commencé par être un acteur à Paris, avec l'accent pointu, etc., etc.